Bonjour à tous et bienvenue, je suis Camille Lombardo et vous écoutez Nos différences invisibles, le podcast qui casse les préjugés sur les troubles du neurodéveloppement et donne la parole aux concernés. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire des enfants d'Ariane racontée par Ariane elle-même. Ils ont respectivement 10 et 18 ans et plusieurs diagnostics de TND qui ont été difficiles à poser. Encore un témoignage d'une grande générosité dans l'unique but de permettre à ne serait-ce qu'une personne de mieux se comprendre. Bonne écoute! Je vais d'abord parler de mon fils qui est né en 2013. Depuis sa naissance, il me semblait assez différent. C'était un bébé... Je ne pouvais pas mettre le doigt sur qu'est-ce qui faisait que je le trouvais particulier, mais mon instinct de maman me disait cet enfant est particulier. Il pleurait beaucoup. Dès qu'on l'assied dans la voiture, dans son siège, c'était des hurlements non-stop. C'était un enfant qui était très, très perturbé, très, très pas calme du tout. Donc, il a jamais rampé. Donc on avait consulté, il a fait de la kiné et puis après il a marché un peu plus tard que les autres enfants, mais ça allait encore. Donc son développement psychomoteur était assez différent, je dirais. Mais comme on dit, chaque enfant est différent. Bon voilà, il ne faut pas comparer, etc. Donc je ne me suis pas trop inquiétée. J'ai juste vérifié qu'il n'avait pas d'autres problèmes. Mais voilà. Au jardin d'enfants, c'était un enfant qui communiquait pas vraiment avec les autres enfants. Il était très taiseux. Quand on lui posait des questions, il ne répondait pas. Il savait parler, mais quand il parlait tout bas et souvent il parlait juste de ce qui l'intéressait à lui, en fait. Je ne pense pas qu'il répondait véritablement aux questions. Je me suis posé la question de l'autisme, mais à l'époque, pour moi, l'autisme, c'est pour ça que j'y ai pas pensé pour moi-même non plus avant le congrès dont j'ai parlé plus tôt. Pour moi, l'autisme, c'était des enfants qui restaient assis dans leur coin, et surtout qui répondaient pas à leur prénom. C'était quelque chose qui m'avait marqué, que j'avais entendu ou lu quelque part, que les enfants autistes ne répondaient pas à leur prénom. Alors bien que mon fils se tapait souvent la tête par terre, sur les murs, ou se frappait lui-même, ce qui m'avait un petit peu quand même mis la puce à l'oreille, dès qu'il a commencé à répondre à son prénom, je me suis dit « Ah bah c'est pas ça, c'est juste son caractère, il est comme ça, voilà ». Mais quand même, le fait qu'il soit si taiseux, qu'il n'ait pas vraiment d'interaction sociale avec les autres enfants... ça m'avait interpellée. Donc quand il a eu à peu près 5 ans, on l'a emmené chez un soi-disant spécialiste de l'autisme qu'on nous avait conseillé. On est rentré dans le bureau de ce médecin. Il a regardé mon fils à peu près 3 minutes. Il a dit non, il n'est pas autiste. Et puis on est ressorti. Donc voilà, comme test, je trouvais ça un peu limite, mais bon, comme je l'ai dit, voilà, je l'ai accepté en gros, mais quand même, j'avais un petit doute. C'était aussi le moment où je commençais à faire des recherches pour moi-même. Donc là, j'avais quand même commencé à comprendre que l'autisme n'était pas que l'autisme de Kanner avec déficience. Il y avait des autistes très intelligents. Qui parlait, qui répondait. Donc voilà, je l'ai cru qu'à moitié, mais j'étais un peu face à une voie sans issue parce que je savais plus du tout vers qui me tourner pour continuer les investigations. Donc je me suis dit, je vais attendre mon diagnostic. Entre-temps, lui, il avait eu un diagnostic de TDAH qui était relativement évident et un tout petit peu plus tard, dyspraxie.
ce qui a expliqué ses problèmes de préhension, de motricité fine. Il ne pouvait absolument pas tenir un crayon, il ne savait pas colorier, il savait pas... Donc on a fait de l'ergothérapie qui l'a beaucoup fait progresser, mais bon, il a progressé dans la mesure de ses possibilités. Et donc, quand moi j'ai eu mon diagnostic, là, je me suis tournée vers la pédopsychiatre qui le suivait pour son TDAH, qui le suit toujours d'ailleurs. Et je lui ai dit, écoutez, je viens d'être diagnostiquée et je pense que, vu qu'on sait aujourd'hui que c'est très souvent génétique, je pense que mon fils aussi a un TSA. Elle était assez incrédule parce que quand on voit mon fils comme ça, surtout maintenant, bon, il avait déjà 8 ans, c'est un garçon qui communique, qui est très intelligent, donc qui sait très bien camoufler toutes ces stéréotypies et tout ce qui n'est pas socialement accepté en fait. Donc c'est difficile, mais à ce moment-là, j'ai montré un film à la pédopsychiatre où on voit mon fils qui fait des steamings et des écolalis et qui tourne en rond très longtemps. C'était chez mes parents que j'ai filmé ça et il faisait du flapping, enfin voilà, en tournant en rond. Et là, elle s'est dit ah, effectivement, il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc, elle m'a directement mis en contact avec le centre de ressources autisme de l'hôpital des enfants, avec une psychologue qu'elle connaît bien, avec qui elle travaillait, qui, au vu de notre parcours chaotique, vu que quand même 3 ans auparavant, je m'étais fait jeter par un médecin, alors que le diagnostic aurait déjà pu être posé, a un petit peu poussé les rendez-vous et nous a permis d'avoir un rendez-vous très rapproché. Et le diagnostic a été fait très très rapidement. Et effectivement, il était TSA, mais je n'avais absolument aucun doute. Surtout chez les garçons, c'est beaucoup plus évident que chez les filles. Et franchement, lui, il cochait quand même beaucoup de cases. Tout en camouflant très bien, mais surtout à la maison, là où quand il camoufle pas, c'est quand même très très évident. Alors, le jour de son diagnostic, ça a été vraiment une révélation. La psychologue qui nous a annoncé le diagnostic a demandé à ce qu'il soit là, dans la pièce, et elle lui a expliqué. Et j'ai véritablement vu le visage de mon fils s'éclairer. Il était heureux comme tout de comprendre, de savoir pourquoi il était différent de ses camarades. Après, ça a été un travail à la maison d'un petit peu lui expliquer le pourquoi du comment, de manière très ludique, en lui faisant lire des livres aussi. On est allé à une conférence de Joseph Chauvanet qu'il a adoré, parce que je trouve que... Oui, c'est vrai que parfois Joseph Chauvanet, il a une idée un petit peu extrémiste, je dirais, du monde de l'autisme, mais qui a son sens. Et surtout quand un enfant entend ça, entend que oui, on peut être autiste, mais on peut être heureux. On peut être heureux de sa différence et on peut bien le vivre, surtout si on n'essaye pas de se suradapter. Je pense que c'est important qu'un enfant entende ça, parce que ça lui permet de se construire beaucoup plus sereinement. Avec sa différence et pas malgré sa différence. Donc voilà, donc mon fils TDAH, dyspraxique et TSA est en gros assez heureux. De mon côté, j'essaie toujours de lui montrer le bon côté des choses. Du côté de chez son papa, c'est assez différent parce que lui, par contre... il évolue peut-être, je sais pas, mais au tout début, c'était on met pas d'étiquette. Le mot autisme était quasiment une insulte ou une honte. Donc il fallait surtout pas que mon fils se dise autiste devant lui parce que voilà, il fallait pas le dire. Donc c'était très compliqué pour mon fils d'avoir ces deux mondes en parallèle, un qui accepte, l'autre pas. Aujourd'hui, là, je me bats un petit peu pour qu'il puisse avoir un enseignement adapté, parce que ça devient très compliqué en tant que dyspraxique
d'être dans l'enseignement traditionnel. En Belgique, on n'a pas d'assistante qui vient en classe avec l'enfant. C'est l'enfant, il se débrouille et c'est les instits qui doivent composer avec, en fait. Et alors qu'ils n'ont absolument pas la formation pour. Ils font très souvent beaucoup d'erreurs. Pas de mauvaise volonté, mais des erreurs qui, voilà, par ignorance. Et donc je voudrais mettre mon fils dans l'enseignement spécialisé pour qu'il soit accueilli avec ses différences et surtout que ça le pousse en avant et que ça lui permette de continuer sa scolarité sereinement. Donc là, je suis en pleine bataille juridique puisque le papa évidemment s'y oppose. Donc, mais les réponses arriveront très bientôt. Donc, je suppose que d'ici à ce que le podcast soit mis en public, j'aurai certainement déjà les réponses. Donc voilà, ça c'est mon petit bonhomme. Donc, son parcours et peut-être comment j'imagine son avenir. J'ai beaucoup de mal à imaginer son avenir pour le moment parce que je sais pas. Je ne sais pas quelles seront ses capacités plus tard. Même si c'est un garçon intelligent, il faudra voir vers quoi lui se tournera. De toute façon, moi j'ai tendance à vouloir faire confiance à mes enfants et en leur capacité et leur volonté. Donc là pour le moment, il parle d'être ingénieur informatique, mais bon, à son âge, ça peut encore changer tellement. Et maintenant, donc il y a ma fille. Qui, elle, est née en 2005. Elle termine ses études secondaires cette année. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 7 ans TDA. Et je me suis jamais posé de questions par rapport à elle. C'était un bébé ultra calme, qui ne pleurait pas. En fait, elle était ma copie, la copie de moi bébé. Donc, je trouvais rien d'anormal à son comportement. En plus, un bébé trop calme, on s'en plaint pas trop. Elle pleurait jamais, même quand elle avait faim, elle pleurait pas. Elle geignait un petit peu, mais c'est tout, elle pleurait pas. Donc, et elle a été très tôt très mature. J'ai toujours dit, moi, ma fille, elle a jamais été un enfant, c'est un petit adulte qui est né, quoi. Mais bon, elle me ressemblait énormément, donc je me suis pas posé de questions. Jusqu'au jour de mon diagnostic, évidemment, de TSA. Là, je me suis dit, bon, vu qu'elle me ressemble tellement, ce serait quand même bizarre qu'elle ne le soit pas aussi. Alors d'abord, je l'ai emmenée au CRA de l'hôpital des enfants où ils ont juste dit qu'elle était très 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 intelligente, que son QI dépassait les limites, certaines valeurs dans le test de QI dépassaient la limite de ce qu'on pouvait mesurer, mais qui ne pensait pas qu'elle était TSA. Évidemment, j'étais pas persuadée. J'avais du mal à accepter ça parce que pour moi, c'était assez évident qu'elle l'était, en réunissant tous les éléments. Il faut savoir que le TSA, c'était déjà une adolescente. Bon, quand je l'ai fait tester, elle avait déjà 17 ans. Donc une adolescente plus femme, fille, donc caméléon à du 200%. Effectivement, il y a beaucoup moins d'évidence à diagnostiquer une personne comme ça, surtout pour des personnes qui sont spécialisées dans l'enfance. Elle n'était déjà plus une enfant. Donc j'ai décidé de la tourner vers le psychologue qui m'a moi diagnostiquée, mais comme elle était déjà allée dans un CRA, on ne pouvait pas la faire diagnostiquer par un autre centre de ressources autisme. On a droit à une fois, pas deux. Donc on est allé directement chez le psychologue en privé, qui lui a fait passer les tests adéquats, etc. Et là, il a dit qu'il n'y avait pas de doute. Effectivement, elle était TSA. Elle a un TSA sans aucun doute. Mais avec
une intelligence qui lui permet d'effectivement s'adapter. Alors, elle termine donc son secondaire cette année. Elle a décidé d'étudier la physique. Elle veut se consacrer à la recherche. Voilà, elle ne s'intéresse pas vraiment. Sa vie sociale est, comment dire, atypique, effectivement, puisque elle fait beaucoup de choses. Elle fait de la musique, elle fait du sport. Elle fait du théâtre et elle a de très bons résultats à l'école. Donc j'ai tendance à lui faire confiance. J'ai confiance en son avenir. Elle a quelques amis, généralement des amis qui ont aussi un petit profil pas classique, quoi. Souvent, oui. Donc voilà, l'université, ce sera pour l'année prochaine et on verra. Voilà, elle suivra son chemin, ses choix. Pour le moment, la vie amoureuse ne semble pas l'intéresser. Elle n'en parle pas et elle n'a jamais eu de relation. Elle prend son temps. Donc voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Alors, j'ai certainement oublié des millions de choses. Voilà, mais c'était important pour moi, comme je l'ai dit avant, de témoigner de notre parcours à tous les trois. Et parce que si ça peut ne fût-ce qu'ouvrir les yeux à une seule personne et permettre à une personne de mieux se comprendre et de ne plus être dans la détresse du non-diagnostic, j'aurais fait ce qu'il faut. Voilà. Ariane et Mathilde nous ont parlé de dyspraxie. J'ai donc choisi aujourd'hui de vous expliquer rapidement ce handicap invisible. La dyspraxie touche 4 à 6% de la population générale et 2 à 4 garçons pour une fille. Les manifestations les plus fréquentes sont une anormale maladresse, parfois globale ou parfois spécifique à certains gestes. La personne comprend les gestes, les visualise, mais n'arrive pas à les organiser. Ces gestes sont brouillons, maladroits. Pourtant, ils nécessitent une grande attention, entraînant une grande fatigue. Concrètement, les gestes pouvant être affectés sont des gestes comme l'habillement, la toilette, le découpage, le rangement, les jeux de construction, l'écriture, ou plus globalement des mouvements comme courir, marcher sur un chemin, descendre les escaliers, sauter. Pourtant, on remarque une excellente mémoire, une envie d'apprendre. Ce sont généralement des enfants qu'on trouve plutôt vifs, même parfois en avance. Il existe aussi des troubles de la bouche, avec des difficultés à mâcher, déglutir, avaler sa salive, ou même à parler, à prononcer, articuler. Il existe de nombreuses formes de dyspraxie et aussi plusieurs causes. Certains enfants, ayant eu des lésions cérébrales suite à une naissance prématurée, un traumatisme crânien ou encore un AVC, présentent une dyspraxie dite lésionnelle. D'autres, sans antécédents pathologiques, présentent aussi une dyspraxie que l'on dit développementale. Pour améliorer le quotidien des personnes avec dyspraxie, il peut être pertinent de mettre en place divers suivis, comme par exemple en orthopsie, en ergothérapie, en psychomotricité, mais également en psychologie. Merci infiniment Ariane pour ce beau partage. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit message à Ariane ou à ses enfants en commentaire. Dans le prochain épisode, nous découvrirons l'histoire de Cécile. C'était Camille Lombardo et vous avez écouté le 3e épisode de Nos différences invisibles, le podcast qui casse les préjugés en matière de TND et donne la parole aux concernés. À très vite!